Je m'appelle Élise Moreau, et à 38 ans, je vis dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement de Paris, avec ses hauts plafonds moulurés et ses balcons en fer forgé qui surplombent les rues animées. Chaque matin, je me réveille au son des klaxons lointains et du bourdonnement de la ville qui s'éveille, et je me dis que ma vie est un tableau parfait, presque trop lisse pour être vrai. Mon mari, Antoine, dort encore à mes côtés, son bras nonchalamment posé sur l'oreiller, comme si tout était en ordre dans notre petit monde. Nous avons fondé ensemble Innotech, une entreprise de technologie spécialisée dans les logiciels pour l'industrie médicale. C'est notre bébé, notre création commune, née d'une idée folle que nous avions eue lors d'un dîner improvisé dans un bistrot de Montmartre, il y a 10 ans point à l'extérieur, tout respire le succès. Nos dîners mondains sont légendaires, des soirées dans des restaurants étoilés comme ceux du quartier de l'Opéra, où nous trinquons avec des investisseurs en costume sur mesure, discutant de partenariats avec des hôpitaux de renom. L'an dernier, nous avons même voyagé à Cannes pour une conférence sur l'innovation médicale, logé dans un hôtel luxueux face à la mer, où Antoine a brillé en présentant nos derniers développements. À Lyon, lors d'un autre voyage d'affaires, nous avons signé un contrat majeur avec un centre hospitalier universitaire, et les applaudissements de l'équipe nous ont fait sentir invincibles. Notre bureau, situé dans un immeuble moderne près de la Seine, abrite 40 employés dévoués qui nous regardent avec admiration. Ils voient en nous le couple modèle, lui, l'entrepreneur charismatique au discours enflammé, moi, l'ingénieur pragmatique qui transforme les idées en réalité tangible. Professionnellement, nos rôles sont bien définis, du moins en apparence. Je gère les opérations quotidiennes, veillant à ce que les logiciels soient développés dans les délais, négociant les contrats avec les hôpitaux de toute la France de Marseille à Strasbourg. J'adore cette partie, plonger dans les détails techniques, résoudre des problèmes complexes qui sauvent des vies, comme notre dernier algorithme qui optimise les diagnostics en temps réel. Antoine, lui, s'occupe des relations avec les investisseurs, charmant les actionnaires lors de réunions interminables, levant des fonds qui nous permettent de grandir. Il excelle dans cet art de la persuasion, avec son sourire confiant et ses anecdotes bien rodées. Ensemble, nous formons une équipe complémentaire, ou du moins c'est ce que je me répète chaque jour en arrivant au bureau, mon café à la main, saluant les collègues qui s'affairent autour des écrans lumineux. Mais sous cette façade de normalité, une tension sournoise commence à s'installer, comme une ombre qui s'allonge au crépuscule. Au début, ce ne sont que de petits signes, presque imperceptibles, que j'attribue au stress de notre vie trépidante. Antoine a toujours été direct, mais ces derniers mois, ses critiques en privé deviennent plus acerbes. Un soir, après une longue journée, nous rentrons chez nous, épuisés. Je lui parle d'une idée pour améliorer notre logiciel, un module qui intégrerait l'intelligence artificielle pour prédire les épidémies. Il m'écoute distraitement, sirotant un verre de Bordeaux rouge sombre qu'il a débouché avec un geste théâtral. « Élise, tu es trop émotive pour ces négociations », lâche-t-il soudain, son ton teinté d'une condescendance qui me glace. « Laisse-moi gérer les aspects stratégiques. Tes idées sont charmantes, mais parfois, elles ressemblent à des caprices. » Je sens mon estomac se nouer, une boule d'angoisse qui monte dans ma gorge. Émotive ? Moi, qui ai passé des nuits entières à coder les premiers prototypes d'Innotech, qui ai négocié des contrats âpres avec des directeurs d'hôpitaux intransigeants ? Je souris malgré tout, forçant un rire léger pour désamorcer la situation. Tu as raison, c'est le fatigue qui parle, dis-je en posant ma main sur la sienne, attribuant cela à la pression des deadlines imminentes. Mais intérieurement, une petite voix murmure que quelque chose cloche. Notre mariage, autrefois passionné, se fissure doucement, comme un vase précieux qu'on heurte sans s'en rendre compte. Je me souviens de nos débuts avec une nostalgie douce amère. Nous nous étions rencontrés à l'école polytechnique, où j'étudiais l'ingénierie informatique, ambitieuse et déterminée à changer le monde. Antoine était ce garçon charismatique, avec ses cheveux en bataille et son rire contagieux, qui rêvait de conquérir le marché tech. Notre premier rendez-vous avait été magique, une promenade le long de la Seine au coucher du soleil, parlant d'idées folles jusqu'à l'aube. Nous nous étions mariés jeunes, pleins d'enthousiasme, et Innotech était née de cette union. Les premières années étaient exaltantes, des nuits blanches dans un petit appartement de Belleville, codant sur des ordinateurs vétustes, célébrant chaque petit succès avec un verre de vin bon marché. Antoine me regardait alors avec admiration, me appelant « ma génie en chef ». Mais maintenant, ces regards se font rares.
Je passe mes nuits à relire des rapports financiers, à vérifier des lignes de code, me sentant de plus en plus invisible à ses yeux. Pourtant, je tiens bon. Pour l'entreprise, qui grandit à vue d'œil, avec des bureaux qui s'étendent et des employés qui nous remercient pour les opportunités. Pour nous, ce couple que tout le monde envie. Le week-end, nous sortons encore, visitant des expositions au Louvre ou flânant dans les jardins du Luxembourg, main dans la main. Mais même là, la tension affleure. Lors d'un dîner avec des amis la semaine dernière, Antoine a interrompu mon récit d'une anecdote professionnelle, riant un peu trop fort, Élise et ses histoires interminables. Passons à quelque chose de plus excitant. Les rires polis des convives m'ont blessé, mais j'ai souri, comme toujours, masquant la piqûre au cœur. Je me dis que c'est temporaire, que le stress des investisseurs, ces actionnaires exigeants qui applaudissent Antoine lors des réunions nous pèse à tous les deux. Ma mère, qui vit à la campagne en Normandie, m'appelle souvent, sentant peut-être l'orage approcher. « Tout va bien, ma chérie ?» demande-t-elle, sa voix chaleureuse traversant le téléphone. Je lui assure que oui, évoquant nos succès, omettant les silences pesant à la maison. Elle est la gardienne discrète de notre héritage familial, les actions majoritaires d'Inotech sont à son nom, un legs prudent que nous avions mis en place pour protéger l'entreprise. Antoine l'ignore, ou du moins, il n'y pense plus, trop occupé par ses ambitions. Les jours se suivent, rythmés par les réunions matinales où je présente les avancées techniques, et les soirées où Antoine rentre tard, prétextant des réunions prolongées. Je sens une distance grandir, comme un fossé qui s'élargit imperceptiblement. Hier, en rangeant son bureau, j'ai trouvé un parfum féminin sur un mouchoir, un détail anodin, me dis-je, mais qui s'ajoute aux autres. Mon cœur bat plus fort ces soirs-là, seul dans le lit king size, écoutant le tic-tac de l'horloge ancienne que nous avions achetée lors d'un voyage à Bordeaux. Je me retourne, cherchant le sommeil, me convainquant que notre normalité est intacte. Mais au fond de moi, je sais que ces petites fissures, ces critiques voilées, ces absences inexpliquées, sont les prémices de quelque chose de plus sombre. La tension monte, insidieuse, comme la brume qui enveloppe la tour Eiffel les matins d'hiver. Je continue à avancer, à sourire, à diriger Inotech avec efficacité, mais une partie de moi se prépare, inconsciemment, à l'orage qui gronde. Ce que je ne sais pas encore, c'est que ces fissures vont devenir des gouffres, révélant des trahisons que je n'imagine pas. Pour l'instant, je vis dans cette illusion de normalité, accroché à l'espoir que tout rentrera dans l'ordre. Mais la vie, comme Paris elle-même, est pleine de surprises cachées derrière ces façades élégantes. Les signes de trahison commencent subtilement, comme une brise froide qui s'infiltre par une fenêtre mal fermée, annonçant l'hiver sans qu'on s'en aperçoive tout de suite. C'était un matin ordinaire, ou du moins c'est ce que je croyais, dans notre bureau partagé au siège d'Inotech, un espace moderne et lumineux surplombant la Seine, où les reflets de l'eau dansaient sur les murs blancs. Les employés s'affairaient déjà, leurs claviers cliquetant comme une symphonie de productivité, et l'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air. J'avais passé la nuit précédente à peaufiner une présentation cruciale, une réunion avec un client important de Marseille, un hôpital régional qui pouvait nous ouvrir les portes d'un marché entier dans le sud de la France. Mes slides étaient impeccables, illustrés de graphiques précis sur notre logiciel de diagnostic médical, avec des données chiffrées qui démontraient notre supériorité technologique. J'étais excitée, nerveuse même, imaginant déjà les questions pointues et les négociations serrées qui suivraient. Antoine entra dans le bureau d'un pas assuré, son costume impeccablement taillé soulignant sa silhouette athlétique, et il posa son attaché-caisse avec un bruit sec sur la table en verre. « Bonjour, chérie, dit-il en m'embrassant distraitement sur la joue, son souffle sentant encore le dentifrice mentholé. Je lui souris, prête à lui résumer les points clés de la réunion. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, il consulta son agenda sur son ordinateur portable, fronçant les sourcils. « Attends, Élise, cette réunion avec Marseille, je vais l'annuler pour toi. » Ces mots tombèrent comme un coup près, simple et définitif. Je clignai des yeux, incrédule. « Annuler ? Mais pourquoi ? J'ai tout préparé, c'est mon dossier, répliquai-je, ma voix montant d'un ton malgré moi. Il se tourna vers moi avec un sourire paternaliste, ce genre de sourire qui dit « je sais mieux que toi », et posa une main sur mon épaule. « Je m'en occupe, Élise. Tu as l'air fatiguée. Laisse-moi gérer ça, c'est plus stratégique. » Fatiguée ? Le mot résonna dans ma tête comme une insulte voilée.
J'avais veillé jusqu'à 2 heures du matin, mes yeux rougis par l'écran, à ajuster chaque détail pour que tout soit parfait. Comment osait-il? Mon cœur se mit à battre plus fort, une bouffée de colère chaude montant dans ma poitrine, serrant ma gorge comme un étau. Je sentis mes joues s'empourprer, mais je ravalai mes mots, forçant un hochement de tête. D'accord, si tu penses que c'est mieux, murmurai-je, me détestant pour cette faiblesse. Il hocha la tête, satisfait, et passa l'appel pour reporter la réunion non, pour la prendre à sa charge, comme s'il me faisait une faveur. Je restai là, fixant la scène au loin, où un bateau-mouche glissait paisiblement, emportant des touristes insouciants. À cet instant, ce n'était qu'un petit incident, une manifestation de son comportement contrôleur qui émergeait de plus en plus souvent. Mais cela planta la première graine de doute, une petite épine dans mon esprit qui me piquerait les jours suivants. Point plus tard ce même jour, alors que je rangeais des dossiers dans son bureau, une tâche banale que je faisais souvent pour l'aider, son téléphone vibra sur la table. Par accident, vraiment, je jetai un œil à l'écran allumé. Un message s'affichait, provenant d'un numéro enregistré sous Sophie Graphiste. Sophie, cette jeune collaboratrice que nous avions embauchée récemment, une fille aux cheveux blonds ondulés et au sourire éclatant, spécialisée dans les designs pour nos interfaces logicielles. Le message disait « Rendez-vous ce soir ?» Besoin de décompresser après cette journée folle. Mon estomac se noua instantanément, comme si on y avait versé du plomb fondu. Décompresser? Avec un baiser emoji? Je sentis une trahison naître, lente et visqueuse, comme un poison qui s'infiltre dans les veines sans qu'on puisse l'arrêter. Était-ce innocent? Une simple collègue? Mais les textos suivants, que je fis défiler rapidement avant de me sentir coupable, étaient ambigus, des références à des soirées inoubliables et des secrets partagés. Je refermai le téléphone, le cœur battant la chamade, et quittai la pièce avant qu'il ne revienne point. Le soir venu, à la maison, l'atmosphère était lourde. Notre appartement, avec ses meubles design et ses tableaux abstraits accrochés au mur, semblait soudain étouffant. Antoine rentra tard, bien après 22 heures, alors que j'avais préparé un dîner simple, une salade niçoise avec des ingrédients frais du marché de la rue de Passy. Il entra, son manteau encore sur les épaules, et je remarquai immédiatement une odeur inhabituelle, un parfum féminin, floral et sucré, qui n'était pas le mien. Mon Chanel numéro 5 était plus discret, plus classique, celui-ci était audacieux, presque provoquant. Désolé, chérie, c'était une réunion prolongée avec des investisseurs, mentit-il en évitant mon regard, se servant un verre d'eau comme si de rien n'était. Ses yeux bleus que j'avais aimés pour leur intensité, fuyaient les miens, se posant sur le sol en parquet ciré. Je feignis de le croire, forçant un sourire fatigué. Pas de souci, je t'ai gardé une assiette. Mais intérieurement, une voix murmurait, insistante, il te contrôle. Il te ment. Réveille-toi, Élise. Les jours suivants, les signes s'accumulèrent, transformant notre quotidien en un champ miné d'insinuations et de manipulations subtiles. Les dîners, autrefois moments de complicité, devinrent tendus, comme des duels verbaux masqués. Un soir, nous recevions des amis dans un restaurant cosy du Marais, avec ses lumières tamisées et ses plats raffinés escargots en persillade et coq au vin. J'étais en train de raconter une anecdote sur un contrat que j'avais décroché avec un hôpital de Lyon, décrivant avec enthousiasme comment j'avais convaincu le directeur malgré ses réticences budgétaires. Mes amis écoutaient, intéressés, riant à mes imitations. Mais Antoine m'interrompit brusquement, sa fourchette en l'air. Élise exagère toujours, n'est-ce pas? En réalité, c'est moi qui ai fermé le deal avec un appel final. Il rit, un rire forcé qui invita les autres à se joindre à lui. Humilié en privé car c'était devant nos amis les plus proches, je sentis une vague de honte me submerger, chaude et étouffante. Mes joues rougirent, et je baissai les yeux sur mon assiette, feignant un sourire. Oui, bien sûr, Antoine a raison, dis-je softly, mais intérieurement, c'était une tempête. Pourquoi me rabaissait-il ainsi? Pour briller plus fort? Pour me rappeler ma place, cette attitude désobligeante se répétait. Au bureau, il commença à questionner mes décisions openly, devant l'équipe. Lors d'une réunion d'équipe le lendemain, alors que je présentais un nouveau prototype, il leva la main. « Élise, es-tu sûre que c'est viable ?» Ça semble un peu impulsif. Les employés échangèrent des regards gênés,
et je dus défendre mon idée avec une assurance feinte, mon pouls accéléré. À la maison, les critiques étaient plus intimes, plus cruelles. Tu devrais faire plus attention à ton apparence, chérie. Sophie a un style si frais, lâcha-t-il un soir en regardant une photo d'elle sur LinkedIn, qu'il consultait, pour le travail. Sophie encore. Cette fille devenait une ombre omniprésente, un fantôme dans notre mariage. Humilié en privé, je me réfugiais dans le travail, passant des heures supplémentaires au bureau, entouré des écrans lumineux et des codes qui, eux, ne me trahissaient pas. Je codais tard dans la nuit, perfectionnant nos algorithmes, trouvant du réconfort dans la logique implacable des machines. Mais même là, la tension s'infiltrait, Antoine appelait pour vérifier où j'étais, sous prétexte de s'inquiéter, mais je sentais le contrôle derrière ces mots. Ma force intérieure commençait à trembler, comme une flamme vacillante dans le vent. Je m'accrochais, me convainquant que c'était passager, que le stress de l'entreprise avec ses deadlines serrés et ses investisseurs exigeants nous affectait tous les deux. Peut-être que Sophie n'était qu'une collègue, que les messages étaient innocents, que ses critiques étaient maladroites mais bien intentionnées. Pourtant, au fond de moi, le doute grandissait, nourri par ces petits actes de trahison. Les nuits étaient agitées, je me réveillais en sueur, revivant ces moments, me demandant si j'étais paranoïaque ou si quelque chose de plus sombre se tramait. Paris, avec ses lumières éternelles, semblait me narguer depuis la fenêtre, la tour Eiffel scintillante au loin, symbole d'amour et de triomphe, contrastant avec mon chaos intérieur. Je continuais à avancer, à sourire, à ignorer les signes, mais ils s'accumulaient, inexorables, comme des nuages noirs avant l'orage. Ce que j'ignorais alors, c'est que ces blessures privées n'étaient que le prélude à une humiliation bien plus publique, et que ma résilience, encore fragile, allait être mise à l'épreuve comme jamais. Le point culminant arriva comme un coup de tonnerre inattendu, lors de l'Assemblée générale annuelle d'Inotech, tenue dans notre siège social ultramoderne à La Défense, ce quartier d'affaires aux tours de verre qui perce le ciel parisien comme des lames acérées. C'était un vendredi après-midi, le soleil de fin d'été filtrant à travers les immenses baies vitrées de la salle de conférence, offrant une vue imprenable sur l'Arc de Triomphe qui se dressait au loin, symbole de victoire passée que j'allais bientôt regretter d'avoir associé à notre couple. 40 employés, actionnaires et partenaires étaient réunis là, un mélange hétéroclite de costumes impeccables, de tailleurs chics et de badges nominatifs qui cliquetaient doucement au rythme des conversations murmurées. L'air était chargé d'une électricité palpable, mélange d'excitation pour les résultats annuels et d'anticipation pour les annonces promises par Antoine. Des plateaux de petits fours et de café fumants circulaient, et le bourdonnement des discussions sur les derniers contrats avec des hôpitaux de province, les innovations en IA médical créaient une atmosphère de triomphe collectif. Moi, Élise, j'étais assise au premier rang, mon tailleur pantalon gris perle choisi avec soin pour projeter une image de professionnalisme inébranlable, mes cheveux relevés en un chignon élégant qui masquait les nuits blanches accumulées. Antoine monta sur l'estrade avec cette assurance qui m'avait autrefois séduite, micro en main, son sourire charismatique illuminant la salle comme un projecteur. Il portait son costume bleu marine préféré, celui qu'il réservait pour les grandes occasions, et ses yeux balayaient l'assistance avec une confiance presque royale. Mes chers collègues, actionnaires, partenaires, commença-t-il d'une voix résonnante, amplifiée par les haut-parleurs qui faisaient vibrer les murs. Inotech a connu une année exceptionnelle. Nos logiciels sauvent des vies dans les hôpitaux de toute la France, de Lille à Nice, et notre croissance est exponentielle. Des applaudissements sporadiques fusèrent, et je sentis une bouffée de fierté monter en moi. Après tout, c'était moi qui avais orchestré la plupart de ces succès, négociant des nuits entières pour des partenariats cruciaux. Mais alors qu'il poursuivait, annonçant des changements structurels, son ton se fit plus autoritaire, plus tranchant. Inotech grandit, et il est temps de clarifier les rôles pour assurer notre avenir, déclara-t-il, ses mots pesant comme des sentences irrévocables. Il se tourna alors vers moi, ses yeux se posant sur mon visage avec une lueur que je ne reconnus pas immédiatement, un mélange de triomphe et de mépris voilé. « Élise, ma chère épouse, dit-il en pointant le micro dans ma direction, tu as été formidable ces dernières années, un pilier pour l'entreprise. » La salle se tut, tous les regards convergeant sur moi. Je souris poliment, attendant la suite, pensant peut-être à une reconnaissance publique de notre partenariat. Mais ces mots suivants me transpercèrent comme une lame glacée. Mais soyons clairs, c'est juste ma femme. Le vrai patron ici, c'est moi. Un silence stupéfait plana une fraction de seconde,
avant que la salle n'explose en applaudissements tonitruants, menés par les actionnaires, ces hommes en costume sombre, complices de son ego surdimensionné, qui voyaient en lui le leader charismatique qu'il finançait. Leurs claques résonnaient comme des coups de fouet, et je sentis mon visage brûler, une chaleur infernale montant de ma nuque jusqu'à mes tempes. Mes mains, posées sur mes genoux, se mirent à trembler imperceptiblement, serrant le tissu de mon pantalon pour masquer le séisme intérieur qui me ravageait. Parmi la foule, je repérai Sophie, sa maîtresse, cette jeune graphiste aux lèvres peintes en rouge vif et aux yeux pétillants de malice, debout au fond de la salle, son téléphone portable en main. Elle prenait des photos, capturant l'instant avec un sourire triomphant qui me glaça le sang. Flash après flash, elle immortalisait ma déchéance, probablement pour les partager plus tard sur des réseaux internes ou, pire, avec Antoine en privé. Son regard croisa le mien l'espace d'un instant, et j'y lus une satisfaction cruelle, comme si elle savourait enfin sa victoire dans cette guerre silencieuse que j'ignorais mener. Humilié devant tous ces gens qui me connaissaient, les employés que j'avais recrutés personnellement, formés patiemment, les partenaires avec qui j'avais négocié des contrats âpres, les actionnaires qui m'avaient autrefois félicité pour mes innovations, je sentis les larmes monter, chaudes et incontrôlables, piquant le coin de mes yeux. Mais je les ravalai, forçant un sourire figé sur mes lèvres, un masque de dignité que j'avais perfectionné au fil des mois de tension privée. « Voici ton badge », dis-je calmement en me levant, ma voix étonnamment stable malgré le tumulte intérieur, tendant le petit rectangle plastifié à Antoine comme si c'était une simple formalité administrative. Il le prit avec un hochement de tête condescendant, et la salle applaudit de nouveau, interprétant peut-être cela comme une passation de pouvoir élégante. Mais intérieurement, c'était un ouragan dévastateur, trahison, manipulation, tout s'effondrait autour de moi en un chaos assourdissant. Comment en étais-je arrivé là ? Des images défilaient dans mon esprit, nos débuts passionnés, les nuits de travail acharné, les promesses murmurées sous les couvertures, tout piétinées en public, devant ces 40 paires d'yeux qui me fixaient maintenant avec un mélange de pitié et de curiosité malsaine. Les murmures des employés s'élevèrent comme un bourdonnement d'abeilles furieuses, certains chuchotaient avec compassion, « Pauvre Élise », tandis que d'autres, plus cyniques, riaient sous cape, moqueurs de ma chute. Ces sons me transperçaient le cœur, chaque syllabe comme une aiguille plantée dans ma chair. J'y ai quitté la salle d'un pas mesuré, traversant l'allée centrale sous les regards insistants, mes talons claquant sur le sol en marbre poli comme des coups de feu lointains. Dehors, dans le couloir désert, je m'appuyai contre le mur froid, respirant difficilement, mon corps secoué de sanglots silencieux que je réprimais de toutes mes forces. Le monde semblait tourner autour de moi, les tours de la défense se dressant comme des juges impitoyables. L'humiliation publique était bien plus qu'une simple scène, c'était une démolition systématique de mon identité, de ma valeur professionnelle et personnelle. J'avais construit Innotech de mes mains, codé ses fondations, négocié ses alliances, et voilà que j'étais réduite à juste sa femme, un accessoire jetable devant un public complice. La douleur était viscérale, un vide abyssal dans ma poitrine qui aspirait toute joie, toute confiance. Pourtant, au milieu de ce chaos émotionnel, une étincelle de rage s'alluma, petite mais farouche, comme une flamme naissante dans l'obscurité. Elle murmurait vengeance, rappelant que je n'étais pas sans ressources. Ce qu'Antoine ignorait, dans son arrogance triomphante, c'était la vérité sur les actions majoritaires de l'entreprise. Elles étaient au nom de ma mère, un héritage familial prudent que nous avions mis en place au début d'Innotech pour protéger nos intérêts. Ma mère, cette femme forte et discrète vivant dans sa maison normande entourée de pommiers, avait insisté sur cette clause, prévoyant peut-être les tempêtes à venir. Le conseil d'administration allait voter dans 72 heures, un compte à rebours qui commençait à tic-taquer dans mon esprit comme une bombe à retardement. Tandis que je reprenais mon souffle, essuyant mes larmes d'un revers de main, cette révélation devint mon encre. L'humiliation, aussi profonde soit-elle, n'était pas la fin, elle était le catalyseur d'une renaissance. Je redressai les épaules, inspirant profondément l'air conditionné du bâtiment, et quittai les lieux, le cœur en miettes mais l'esprit en feu. Paris, avec son agitation éternelle, m'attendait dehors, et pour la première fois, je sentais que la ville n'était plus une prison dorée, mais un terrain de bataille où j'allais reprendre le contrôle. Les heures suivantes furent un tourbillon de réflexions tourmentées. En rentrant chez moi en taxi, traversant les boulevards encombrés où les klaxons et les lumières des cafés se fondaient en un brouillard indistinct, je revivais la scène en boucle. Le sourire de Sophie, les applaudissements, les mots d'Antoine, chaque détail gravé dans ma mémoire comme une cicatrice fraîche.
À l'appartement, je m'effondrais sur le canapé en velours, fixant le plafond orné de moulures anciennes, et laissais enfin les larmes couler librement. L'impact émotionnel était profond, creusant des sillons dans mon âme, doute de soi, colère refoulée, un sentiment d'isolement absolu. Mais cette rage naissante grandissait, nourrie par les souvenirs des trahisons passées, les messages ambigus, les critiques voilées, les absences nocturnes. 72 heures. C'était tout ce qu'il me restait pour transformer cette humiliation en triomphe. Je composais le numéro de ma mère, ma voix tremblante résonnant dans la pièce vide. « Maman, c'est arrivé. Il faut agir. » Sa réponse, calme et assurée, fut le premier baume sur mes plaies. « Nous sommes prêtes, ma fille. » L'orage avait éclaté, mais j'allais danser sous la pluie. Seul dans notre appartement vide, je m'effondrais sur le grand canapé en lin beige du salon, celui que nous avions choisi ensemble lors d'un week-end à Saint-Rémy-de-Provence, quand tout était encore léger et prometteur. Le silence était assourdissant, pas de bruit de clé dans la serrure, pas de voix d'Antoine résonnant dans l'entrée, seulement le tic-tac discret de l'horloge comtoise héritée de ma grand-mère et le ronronnement lointain de Paris en contrebas. Je fixais le plafond aux moulures délicates, revivant la scène de l'Assemblée générale en boucle, comme un film cruel qui refusait de s'arrêter. Les applaudissements résonnaient encore dans ma tête, ces claques complices des actionnaires, le sourire triomphant de Sophie avec son téléphone qui flashait sans relâche, et surtout ces mots, gravés au fer rouge, « C'est juste ma femme. Le vrai patron ici, c'est moi. » Chaque syllabe me transperçait à nouveau, faisant remonter une vague de nausées. Mon visage brûlait toujours, comme si j'étais encore sous les projecteurs de la salle de conférence. Je portais les mains à mes joues, sentant la chaleur persistante de la honte. Comment avais-je pu laisser les choses aller si loin? Comment n'avais-je pas vu venir cette humiliation publique, moi qui avais toujours été si vigilante, si organisée? Je me redressai lentement, les jambes tremblantes, et allai jusqu'à la fenêtre. La nuit parisienne s'étendait devant moi, les lumières de la tour Eiffel clignotaient au loin, indifférentes, tandis que les voitures filaient sur l'avenue en contrebas. Tout semblait si normal dehors, si paisible, alors qu'à l'intérieur de moi un séisme avait tout ravagé. Je me servis un verre de vin rouge, un Saint-Émilion que nous gardions pour les grandes occasions, et m'assis à la table de la cuisine, les coudes posés sur le marbre froid. Les larmes vinrent enfin, abondantes, silencieuses d'abord, puis accompagnées de sanglots étouffés que je retenais depuis des heures. Je pleurais non seulement l'humiliation du jour, mais tout ce qui l'avait précédé, les critiques voilées, les absences nocturnes, les messages ambigus sur son téléphone, la façon dont il m'avait peu à peu relégué au second plan. Tout prit soudain sens. Ce n'était pas du stress passager, ni des maladresses. C'était de la manipulation émotionnelle, méthodique, froide, calculée. Il m'avait isolé progressivement, fait douter de ma compétence, de ma valeur, jusqu'à ce que je sois prête à accepter n'importe quoi pour conserver un semblant de paix. J'y repensais à ces derniers mois avec une clarté nouvelle, presque douloureuse. Les fois où il avait annulé mes initiatives au bureau, prétextant que j'étais trop émotive. Les dîners où il m'interrompait pour raconter sa version des événements, me faisant passer pour une figurante dans notre propre histoire. Les nuits où il rentrait tard, sentant le parfum de Sophie, et où je faisais semblant de dormir pour ne pas avoir à affronter la vérité. Tout s'alignait maintenant comme les pièces d'un puzzle macabre. Il ne m'aimait plus, peut-être ne m'avait-il jamais vraiment aimé pour qui j'étais, mais pour ce que je représentais, une ingénieure brillante qui légitimait son rôle de visionnaire, une épouse présentable qui rassurait les investisseurs. J'y ai posé le verre et allé dans le bureau, allumant l'ordinateur. Mes mains tremblaient encore lorsque je tapais mon mot de passe. J'ouvris les dossiers partagés de l'entreprise, ceux que j'avais toujours gérés avec rigueur. Et là, dans les échanges internes, je trouvais ce que je redoutais, une série de mails entre Antoine et certains actionnaires, où il minimisait systématiquement mon rôle, me présentant comme une collaboratrice précieuse mais non stratégique. Plus grave encore, des transferts financiers suspects vers un compte offshore que je ne connaissais pas. Des sommes rondelettes, prélevées sur les fonds de développement, probablement pour financer un train de vie parallèle cadeau pour Sophie, voyage discret, appartement secret. Mon estomac se serra violemment, la trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était aussi financière, mettant en péril tout ce que j'avais construit. J'y ai fermé les yeux un instant, laissant la colère monter, chaude et purificatrice. Ces larmes que je versais maintenant n'étaient plus seulement de douleur, elles avaient l'illusion,
nettoyait les mois de doute de soi qu'il avait semés en moi. Je ne suis pas juste sa femme, murmurai-je à voix haute, les mots résonnant dans la pièce vide comme une déclaration de guerre. Je me levai, marchai jusqu'au miroir du couloir et me regardai vraiment pour la première fois depuis longtemps. Mes yeux rougis, mes traits tirés, mais au fond de mon regard, quelque chose de nouveau brillait, une détermination farouche, une colère saine qui me rendait vivante. J'y pris mon téléphone et composai le numéro de ma mère. Il était tard, mais je savais qu'elle ne dormait jamais vraiment avant minuit. « Allô, ma chérie ?» répondit-elle immédiatement, sa voix chaude et inquiète traversant les kilomètres qui nous séparaient. Je lui racontai tout, d'une traite, sans filtre, l'assemblée, les mots d'Antoine, les applaudissements, Sophie, le badge rendu avec un sourire forcé. Je pleurais encore en parlant, mais ma voix devenait plus ferme à mesure que les mots sortaient. « Maman, il est temps, dis-je enfin, la gorge nouée mais résolue. » Un silence bref, puis elle répondit calmement, « Je sais, Élise. Je t'attendais. Les actions majoritaires sont toujours à mon nom, comme nous l'avions prévu. Le conseil peut être convoqué quand tu le souhaites. » Ces mots furent comme un baume. Je me souvins soudain de cette clause, mise en place 10 ans plus tôt, quand Innotech n'était encore qu'un projet naissant. Ma mère, veuve précoce et femme d'affaires avisée, avait investi l'héritage familial mais avait insisté pour garder le contrôle légal. « On ne sait jamais, ma fille », m'avait-elle dit alors avec un clin d'œil. Antoine avait accepté sans broncher à l'époque, trop pressé de lancer l'entreprise pour s'attarder sur les détails juridiques. Il avait oublié, ou choisi d'oublier. Mais pas nous point et la conscientisation grandissait en moi comme une marée montante. Je n'étais pas la femme fragile qu'il avait voulu façonner. J'étais Élise Moreau, ingénieure polytechnicienne, fondatrice réelle d'Innotech, celle qui avait codé les premiers algorithmes dans un petit appartement de Belleville, celle qui avait convaincu les premiers hôpitaux de nous faire confiance. L'humiliation publique, au lieu de m'anéantir, devenait carburant. Chaque souvenir douloureux alimentait ma résolution. Les nuits suivantes furent un tourbillon de planification discrète. Je dormais peu, mais pour la première fois depuis longtemps, mon insomnie était constructive. Je relus tous les statuts de l'entreprise, contactai en secret l'avocat de la famille, rassemblai les preuves des détournements. Je parlais aussi à ma mère presque tous les soirs, retrouvant dans sa voix la force tranquille qui m'avait toujours portée. Elle me rappelait qui j'étais, d'où je venais, une lignée de femmes indépendantes, qui n'avaient jamais courbé l'échine. Petit à petit, la peur s'effaçait, remplacée par une détermination froide. Je marchais dans Paris comme une étrangère dans ma propre vie, un café solitaire sur une terrasse du quartier latin, un livre ouvert mais non lu aux Tuileries, observant les passants avec un détachement nouveau. Je réfléchissais à ma vie sans lui non plus comme une perte, mais comme une libération. Plus de critiques déguisées, plus de mensonges, plus de besoin de prouver ma valeur à quelqu'un qui ne la voyait plus. Je commençais à imaginer un avenir où je décidais seule, où mes idées n'étaient plus filtrées par son EG au point et la douleur était toujours là, bien sûr. Certaines nuits, je me réveillais en sursaut, le cœur battant, revivant le moment où il avait prononcé ces mots fatidiques. Mais je ne laissais plus la tristesse me submerger. Je la transformais. Chaque larme devenait une brique dans le mur de ma nouvelle force. Je me surpris même à sourire parfois, seule devant mon miroir, en répétant « Tu vas y arriver, Élise. Tu es plus forte que ça. » 72 heures. C'était le délai avant le vote du Conseil. 72 heures pour passer de la victime humiliée à la femme qui reprendrait ce qui lui appartenait de droit. Je sentais mon corps se redresser, mes épaules s'ouvrir, ma voix gagner en assurance quand je parlais au téléphone. La conscientisation était complète, je voyais clair dans son jeu, dans ses manipulations, dans la façon dont il avait utilisé mon amour et ma confiance pour asseoir son pouvoir. Mais ce pouvoir, je le reprenais maintenant. J'y me couchais enfin ce soir-là, épuisé mais étrangement apaisé. Dehors, Paris scintillait, indifférente à mes tourments. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête à affronter l'orage. Plus de peur. Seulement une détermination brûlante, prête à tout changer. Les 72 heures s'écoulèrent comme un compte à rebours infernal, chaque minute pesant plus lourd que la précédente. Je l'ai vécu dans un état de tension permanente, entre nuits presque blanches et journées passées à préparer le terrain avec une précision chirurgicale. Paris, en cette fin d'automne,
était enveloppée d'une brume grise qui collait aux vitres et rendait les lumières des boulevards plus diffuses, comme si la ville elle-même retenait son souffle avec moi. Je ne retournais pas au siège d'Inotech, je travaillais depuis l'appartement, ou depuis le bureau discret de l'avocat de famille à Neuilly-sur-Seine, une belle demeure bourgeoise au parquet craquant et aux bibliothèques remplies de codes civils reliés cuir. Le jour du conseil d'administration arriva enfin. La réunion était convoquée dans une salle louée exprès, loin des locaux de l'entreprise, pour éviter toute interférence. Une longue table ovale en acajou, des chaises en cuir sombre, un projecteur éteint, et seulement 8 personnes autour, ma mère, élégante dans un tailleur anthracite, moi à sa droite, l'avocat, le notaire, et 4 actionnaires minoritaires triés sur le volet ceux qui, depuis des années, me respectaient plus qu'ils ne craignaient Antoine. Lui était présent, bien sûr, assis en face de nous, impeccable dans un costume sur mesure, son sourire habituel accroché aux lèvres comme un masque qu'il refusait d'enlever. Il pensait que cette réunion n'était qu'une formalité pour entériner sa prise de pouvoir totale après l'humiliation publique de l'Assemblée générale. Il ignorait tout du piège qui se refermait. Et la séance débuta par les habituels rapports financiers. Antoine prit la parole le premier, sa voix assurée emplissant la pièce. Il présenta un plan ambitieux, recentrage sur les relations investisseurs, nouvelle campagne de levée de fonds, et surtout il insista lourdement, clarification définitive de la gouvernance. Il évita mon regard tout en parlant, mais je sentis son arrogance flotter dans l'air comme un parfum trop fort. Élise n'est plus nécessaire dans la structure opérationnelle quotidienne, lança-t-il avec un geste désinvolte de la main, comme s'il chassait une mouche. Nous devons professionnaliser la direction. Je propose donc mon élection comme président-directeur général unique, avec plein pouvoir exécutif. Un silence glacial s'installa. Les actionnaires mineurs échangèrent des regards. Ma mère, jusqu'alors silencieuse, posa calmement ses lunettes sur la table et ouvrit le dossier qu'elle avait devant elle. Merci pour cette présentation, Antoine, dit-elle d'une voix posée, presque maternelle, mais avec une fermeté qui fit tressaillir l'assistance. Passons maintenant au vote sur la composition du capital et des droits de vote. Antoine fronça légèrement les sourcils, sentant pour la première fois que quelque chose clochait. L'avocat prit la parole et rappela, article par article, les statuts fondateurs d'Inotech. Puis vint la révélation, les actions majoritaires, représentant 62% du capital, sont détenues depuis l'origine par Madame Veuve Moreau, ici présente, et non par le couple Moreau comme beaucoup le croyaient. Il projeta sur l'écran les actes notariés, les signatures, les dates. Le visage d'Antoine blêmit progressivement, passant du rose confiant au gris cendre. Il se redressa sur sa chaise, les mains crispées sur la table. C'est impossible, bégaya-t-il enfin, la voix montant d'un ton. C'est notre entreprise. Élise et moi l'avons fondée ensemble. Je me levai alors, lentement, sentant tous les regards converger vers moi. Pour la première fois depuis l'humiliation publique, je le regardais droit dans les yeux. Mon cœur battait fort, mais ma voix était calme, claire, implacable. Non, Antoine. Ce n'était la mienne dès le début. L'argent initial venait de l'héritage familial. Les brevets principaux sont à mon nom. Les contrats clés ont été signés par moi. Tu as brillé, c'est vrai. Mais c'est moi qui ai construit. Je marquai une pause, laissant chaque mot peser. Et aujourd'hui, le Conseil va voter. Ma mère leva la main. En tant que détentrice majoritaire, je propose la révocation immédiate de Monsieur Antoine Moreau de toutes ses fonctions exécutives et opérationnelles au sein d'Inotech. Les 4 actionnaires mineurs, préparés depuis la veille, levèrent la main à leur tour. Le vote fut unanime. En quelques secondes, Antoine perdit tout point, son visage se décomposa complètement. Il se leva d'un bond, renversant presque sa chaise. C'est un complot. Vous ne pouvez pas faire ça, cria-t-il, les veines du cou saillantes, les yeux injectés de rage et d'incrédulité. Il se tourna vers moi, cherchant une faille, une pitié. Élise, après tout ce qu'on a vécu? Tu vas vraiment me faire ça? Sa voix se brisa sur la dernière phrase, passant de la colère à une supplication pathétique. Mais je restais de marbre. Le point de rupture était là, absolu, irréversible. Je signai les papiers qu'on me tendait: licenciement pour faute grave, interdiction de concurrence, révocation des pouvoirs avec une main ferme, sans trembler.
Chaque paraphe était une libération. Intérieurement, c'était une explosion de lumière. Des années de manipulation, de doutes instillés, de petites humiliations accumulées s'effondraient comme un château de cartes. Je sentais une chaleur monter dans ma poitrine, un mélange de soulagement et de puissance que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. La femme brisée de l'Assemblée générale n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, forgé dans le feu de la trahison. J'y ai quitté la salle la tête haute, sans un regard en arrière. Dans le couloir, ma mère me serra dans ses bras, longuement, sans un mot. Dehors, l'air frais de Neuilly me fouetta le visage. Paris semblait plus lumineux soudain, comme si la brume s'était levée rien que pour moi. Je respirais profondément, sentant l'oxygène remplir mes poumons comme une renaissance. Le soir même, je contactai un avocat spécialisé en divorce. Les papiers furent préparés en urgence. Plus de retours en arrière possible, plus de compromis toxiques. Je changeai les serrures de l'appartement dès le lendemain, fis mes valises pour un hôtel temporaire le temps de reprendre mes marques. La trahison m'avait brisée, oui, mais ce bris m'avait reconstruite plus forte, plus claire, plus impitoyable envers ceux qui ne méritaient pas ma confiance. Sophie. Je l'aperçus une fois, de loin, quittant le siège d'Inothèque avec un carton sous le bras. Son règne éphémère était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Antoine, lui, disparut dans l'ombre, son téléphone coupé, ses réseaux silencieux. Les rumeurs disaient qu'il cherchait désespérément de nouveaux investisseurs, mais plus personne ne voulait de l'homme qui avait été évincé par sa propre épouse. Mon cœur, autrefois piégé dans une cage dorée, battait maintenant librement. Je marchais dans les rues de Paris avec une légèreté nouvelle, un café pris seul sur une terrasse de Saint-Germain-des-Prés, un livre ouvert sur un banc des Tuileries, un sourire sincère adressé à mon reflet dans une vitrine. C'était le début de ma renaissance. Plus rien ni personne ne pourrait m'humilier à nouveau. J'étais Élise Moreau, et j'avais enfin repris le contrôle total de ma vie. Antoine ne s'avoua pas vaincu si facilement. Le soir même du vote fatidique, alors que Paris s'illuminait sous un ciel d'hiver précoce, la sonnette de l'appartement retentit avec insistance. J'étais seule, un verre de thé fumant entre les mains, assise près de la cheminée où crépitaient quelques bûches que j'avais allumées pour chasser le froid qui s'était installé en moi depuis des mois. J'hésitai un instant, le cœur serré, mais je savais que c'était lui. À travers l'interphone, sa voix résonna, faussement douce, « Élise, ouvre-moi, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. » Je pressai le bouton, non par faiblesse, mais parce que je voulais voir jusqu'où il irait. Et elle entra quelques minutes plus tard, un énorme bouquet de roses rouges à la main, celle qu'il m'offrait autrefois pour nos anniversaires, quand tout était encore sincère. Son manteau était trempé par la bruine fine qui tombait dehors, et ses cheveux habituellement impeccables collaient à son front. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, les yeux rougis comme s'il avait pleuré. « Élise » commença-t-il en posant les fleurs sur la console de l'entrée, avançant vers moi les bras tendus. C'était une erreur. Tout ça. Je me suis laissé emporter par l'ambition, par la pression. Mais je t'aime, tu le sais. Revenons en arrière. Il s'approcha encore, cherchant à me prendre dans ses bras, mais je reculai d'un pas, le regard fixe. Son parfum habituel, ce bois de cèdre qu'il portait depuis toujours, me parvint, mêlé à quelque chose de nouveau, une note de désespoir. Il continua, la voix tremblante, feignant le remords avec une maîtrise qui m'aurait autrefois touché. Pense à tout ce qu'on a vécu. Nos voyages à Nice, cette chambre d'hôtel avec vue sur la promenade des Anglais où on a passé des nuits entières à parler de nos rêves. Notre lune de miel en Provence, ces champs de lavande où tu riais aux éclats. On ne peut pas jeter tout ça. Il sortit son téléphone, fit défiler des photos anciennes, nous deux, jeunes, enlacés sur une plage de Cassis, souriants, insouciants. Il voulait raviver la culpabilité, cette vieille arme qu'il avait si souvent utilisée pour me faire plier. J'y sentis une pointe au cœur, un écho lointain de l'amour que j'avais ressenti. Mais je voyais clair maintenant. Ses larmes étaient calculées, ses mots choisis pour appuyer là où ça faisait mal. Manipulation pure, encore et toujours. À cet instant précis, son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit discrètement, jeta un œil à l'écran, et je vis le nom s'afficher une fraction de seconde, Sophie. Il le remit vite en mode silencieux, mais je l'avais remarqué. Ce détail minuscule acheva de me convaincre.
Même dans sa prétendue repentance, il continuait son double JU.il changea de tactique, passant des souvenirs à la négociation. Écoute, Élise, on peut trouver un arrangement. Partageons l'entreprise, pour l'apparence. Je resterai en retrait, je te laisserai diriger. On gardera la façade du couple uni devant les investisseurs. C'est mieux pour tout le monde. Il s'assit sur le canapé, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains, jouant le rôle de l'homme brisé. Sans toi, je suis perdu. Innotech, c'est nous deux. Je restais debout, les bras croisés, sentant une force nouvelle couler dans mes veines. C'est fini, Antoine. Sors. Ma voix était calme, mais tranchante comme une lame. Il leva les yeux, surpris par mon ton. Puis la colère monta en lui, rapide, familière. Il se redressa d'un bond. Tu crois vraiment que tu peux me jeter comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour nous? Tu n'es rien sans moi, hurla-t-il, le visage rouge, les poings serrés. Les mots qu'il avait prononcés lors de l'Assemblée générale me revinrent en mémoire, mais inversés, cette fois, c'était lui qui se sentait rien. Cette explosion de rage, au lieu de m'effrayer, me renforça. Chaque insulte qu'il crachait, ingrate, calculatrice, froide, retombait sur lui comme un boomerang. Je voyais enfin l'homme qu'il était vraiment, un narcissique blessé qui ne supportait pas de perdre le contrôle. Je décrochai le téléphone fixe et composai le numéro de la sécurité de l'immeuble. Monsieur Moreau va partir. Pouvez-vous l'accompagner jusqu'à la sortie, dis-je calmement. 2 agents arrivèrent en moins de 5 minutes. Antoine protesta, menaça de procès, de scandale public, mais ils le prirent fermement par le bras et l'escortèrent dehors. La porte se referma sur ses cris étouffés dans le couloir. Les jours suivants furent un harcèlement incessant. Des messages vocaux à toute heure, tantôt suppliants, « Élise, je ne dors plus, je pense à toi constamment », tantôt accusateurs, « Tu vas le regretter, je vais tout révéler à la presse ». Des appels masqués, des emails longs où il alternait promesses et reproches. Il tenta même de passer par des amis communs, leur demandant d'intercéder, « Dis-lui que je suis prêt à changer, que je vais suivre une thérapie ». Mais je connaissais le schéma, c'était le cycle classique de l'abuseur lune de miel, tension, explosion, excuse. Sauf que cette fois, je n'étais plus dans le cycle. Chaque tentative de sa part me fortifiait davantage. Je bloquais son numéro principal, puis les secondaires qu'il créait. Je changeais les serrures une seconde fois, installais une caméra à l'entrée. Je contactais mon avocat pour une ordonnance de protection si nécessaire. Au bureau, mon bureau désormais, je repris pleinement les rênes. Les employés, d'abord hésitants, vinrent me voir un à un, certains pour s'excuser d'avoir applaudi ce jour-là, d'autres pour me dire leur admiration. Vous êtes la vraie patronne, Madame Moreau, me confia la responsable des ressources humaines, les yeux humides. Ces mots, sincères, effacèrent peu à peu la brûlure de l'humiliation. Je commençai à dormir mieux, à manger avec appétit, à sourire sans effort. Je marchais dans Paris avec une légèreté nouvelle. Un soir, je dînais seul dans un petit restaurant du 7e, savourant un magret de canard sans avoir à justifier mes choix. Une autre fois, je passais des heures au musée d'Orsay, devant les nymphéas de Monet, laissant les couleurs apaiser mon âme. Plus de victimes. J'étais la patronne de ma vie, entièrement. Antoine finit par se lasser, ou plutôt par comprendre que ses armes ne fonctionnaient plus. Les messages s'espacèrent, puis cessèrent. Les rumeurs disaient qu'il avait déménagé dans un petit appartement à Boulogne, que Sophie l'avait quitté dès qu'il n'avait plus d'argent ni de pouvoir à offrir. Il tenta une dernière fois, un mois plus tard, en envoyant une lettre manuscrite des pages et des pages de regrets, de promesses, d'amour éternel. Je la lus une fois, calmement, puis la rangeai dans un dossier avec les preuves de ses détournements, au cas où. Chaque tentative ratée d'Antoine avait été une pierre ajoutée à mon mur de force. L'humiliation passée, les manipulations, les mensonges, tout cela m'avait nourrie, m'avait rendue plus solide, plus claire, plus intransigeante. Je n'avais plus besoin de son approbation, de son regard, de son amour toxique. J'étais entière, enfin. Un soir, alors que la neige commençait à tomber doucement sur Paris, je me tins à la fenêtre, regardant les flocons danser sous les réverbères. Je souris vraiment, pour moi-même. Antoine pouvait bien essayer encore, il ne m'atteindrait plus jamais. J'avais gagné. Libre enfin,
Je redéfinis mon existence comme on repeint une toile ancienne, avec des couleurs plus vives, des traits plus assurés, sans craindre de recouvrir les ombres du passé. Les premiers mois après le divorce furent un mélange étrange d'euphorie et de vide, comme si j'avais sauté d'un train en marche et découvert que je pouvais voler. Innotech prospéra sous ma direction unique, plus rapidement qu'elle ne l'avait jamais fait. Je réorganisai les équipes, promus ceux qui avaient toujours cru en moi, embauché de nouveaux talents, des femmes ingénieures brillantes, des développeurs passionnés qui voyaient en moi non pas la femme d'Antoine, mais la fondatrice visionnaire. Nous signâmes de nouveaux contrats majeurs, un partenariat avec un réseau d'hôpitaux à Bordeaux pour un logiciel de télémédecine révolutionnaire, un autre avec un centre de recherche à Strasbourg sur l'intelligence artificielle appliquée à l'oncologie. Les chiffres explosèrent, les investisseurs affluèrent, séduits par une direction stable, honnête, innovante. Les employés, autrefois témoins muets de mon humiliation publique, vinrent me voir un à un. Lors d'une réunion informelle dans la grande salle vitrée surplombant la Seine, la responsable marketing leva la main timidement. « Madame Moreau, je voulais vous dire, vous êtes une inspiration. Ce que vous avez fait, reprendre l'entreprise comme ça, après tout, on est tous derrière vous. » D'autres hochèrent la tête, certains les yeux humides. Un jeune développeur ajouta, « On n'avait jamais osé le dire avant, mais c'était vous qui portiez tout. » Ces mots, sincères, effacèrent les derniers échos des applaudissements complices d'autrefois. Je les remerciai, la voix un peu tremblante, sentant une chaleur nouvelle dans la poitrine, celle de la reconnaissance véritable. Personnellement, je me permis enfin des choses que j'avais oubliées. Je partis seul en Bretagne pour une semaine de retraite, dans une petite maison en pierre face à l'océan déchaîné. Les vagues de la côte sauvage, près de Quiberon, s'écrasaient avec une force brute qui faisait écho à ma propre tempête intérieure enfin apaisée. Je marchais des heures sur les sentiers battus par le vent, les cheveux au gré des embruns, respirant l'air salé qui lavait les derniers résidus de colère et de doute. Le soir, devant un feu de cheminée, je lus des romans que j'avais abandonnés depuis des années. Colette, Yourcenar, des femmes fortes qui avaient su tracer leur chemin. Je redécouvris aussi la peinture, une passion d'adolescence sacrifiée pour l'entreprise. J'achetai des toiles, des tubes d'acrylique, et peignis des couchers de soleil bretons, des bleus violents, des gris tourmentés qui se transformaient peu à peu en lumière dorée. Chaque coup de pinceau était une affirmation, je crée, je vis, je suis. Des retours à Paris, je renouai avec des amis que j'avais négligés pendant les années de tension conjugale. Un dîner improvisé dans un appartement du Marais, avec des rires francs, du vin qui coule, des histoires qui ne tournent pas autour d'Antoine. Une soirée théâtre au Châtelet, suivie d'un verre en terrasse malgré le froid. Je voyageais aussi, un week-end à Lisbonne pour le simple plaisir des azulejos et des pastés de nata, un autre à Amsterdam pour me perdre dans les canaux et les musées. Je n'avais plus besoin de justifier mes absences, mes envies, mes silences. Le divorce fut prononcé rapidement, grâce aux preuves irréfutables de ses détournements et de son comportement. Il perdit tout, pas seulement l'entreprise, mais la maison, les économies communes, la réputation. Les journaux spécialisés en tech parlèrent d'un « coup de théâtre familial », sans entrer dans les détails sordides, mais le milieu savait. Sophie, cette ombre qui avait plané si longtemps, disparut aussi vite qu'elle était apparue. Dès que le pouvoir et l'argent s'étaient évaporés, elle s'était éclipsée vers d'autres horizons plus lucratifs. Antoine, lui, se terra dans l'ombre, vivant dans un petit appartement de banlieue, cherchant vainement de nouveaux projets qui ne décollaient jamais. Moi, je souriais vraiment. Pas ce sourire forcé que j'arborais autrefois pour masquer la douleur, mais un sourire intérieur, profond, qui irradiait jusqu'à mes yeux. Je sentais l'indépendance couler dans mes veines comme un élixir, choisir mon emploi du temps, mes lectures tardives sous la couette avec un chocolat chaud, mes promenades solitaires le long de la Seine au petit matin. Paris, autrefois prison dorée où chaque coin de rue me rappelait notre couple, devint mon royaume. Je redécouvris les jardins du Luxembourg en automne, les feuilles rousses qui craquent sous les pas, les marchés de la rue Mouffetard où j'achetais des fromages artisanaux juste pour le plaisir, les cafés de Saint-Germain où je m'installais des heures avec un carnet, écrivant des idées pour Innotech ou simplement observant la vie passer. J'y ai commencé aussi à m'impliquer dans des causes qui me tenaient à cœur. Lors d'une conférence sur les femmes dans la tech, à Station F, je pris la parole pour la première fois publiquement sur mon parcours. Je parlais de la manipulation émotionnelle en entreprise, du coût personnel du succès quand il est partagé avec quelqu'un qui ne vous respecte pas. La salle était silencieuse,
puis des applaudissements nourris éclatèrent pas ceux, complices et cruels, d'autres fois, mais ceux d'une solidarité profonde. Plusieurs femmes vinrent me voir ensuite, les larmes aux yeux, merci de dire tout haut ce qu'on vit tout bas. La trahison m'avait forgé dans un feu intense. De l'humiliation la plus publique était née une puissance que je n'aurais jamais imaginée. Je n'étais plus la femme qui ravalait ses larmes en rendant son badge avec un sourire crispé. J'étais Élise Moreau, dirigeante respectée, femme indépendante, créatrice de sa propre histoire. Je regardais l'avenir avec une sérénité nouvelle, des projets d'expansion internationale pour Innotech, peut-être une fondation pour soutenir les femmes entrepreneurs, des voyages plus longs l'Islande, le Japon, pourquoi pas un soir de printemps précoce, alors que les cerisiers du Champ-de-Mars commençaient à fleurir, je m'assis sur un banc face à la tour Eiffel illuminée. Je sortis mon téléphone, pris une photo pas pour partager, juste pour moi et souris à mon reflet dans l'écran noir. Plus de manipulation, plus de compromis toxiques. Je choisissais mes relations, mes rêves, mes silences. J'étais forte, autonome, invincible. La petite fille qui avait grandi en Normandie, rêvant de coder le monde, avait enfin retrouvé sa voix. Et cette voix résonnait claire, libre, puissante. Des mois plus tard, par un matin clair de juin, je montais sur la grande scène de la conférence Tech Women à Lyon, dans l'immense auditorium du centre de congrès, baigné de lumière naturelle. Des centaines de personnes étaient assises devant moi, des entrepreneuses, des ingénieurs, des étudiantes venues de toute la France, leurs carnets ouverts, leurs regards pleins d'espoir et de curiosité. J'avais accepté cette invitation avec une appréhension légère, mais surtout avec une envie profonde de partager ce que j'avais appris dans la douleur. Vêtue d'une robe fluide bleu nuit qui me donnait une sensation de légèreté, je pris le micro et commençai. Innotech n'est pas seulement une entreprise de logiciels médicaux. C'est avant tout une histoire de résilience. Ma voix, d'abord un peu tremblante, se fit plus assurée à mesure que je racontais mon parcours sans entrer dans les détails sordides, mais en parlant franchement de la manipulation émotionnelle, de l'humiliation publique, du moment où j'avais choisi de me relever. À la fin, la salle se leva pour une ovation debout. Des femmes vinrent me serrer la main, certaines en pleurs. Vous m'avez donné le courage de partir, merci d'avoir dit la vérité. Ce jour-là, je compris que ma renaissance n'était pas seulement personnelle, elle pouvait éclairer d'autres chemins. Et ma mère, assise au premier rang, me regardait avec une fierté silencieuse qui valait tous les discours. À 72 ans, elle était toujours cette femme élégante et forte qui avait protégé notre héritage familial au moment où j'en avais le plus besoin. Après la conférence, nous déjeunâmes ensemble sur une terrasse surplombant le Rhône, parlant de tout et de rien, de ces roses en Normandie, de mes projets d'expansion en Europe du Nord. Elle posa sa main sur la mienne. Tu es devenue la femme que j'ai toujours su que tu serais, ma chérie. Ces mots, simples, me touchèrent plus profondément que n'importe quelle victoire professionnelle. Antoine, lui, n'était plus qu'un fantôme du passé. Les rares nouvelles qui me parvenaient étaient celles d'un homme qui luttait dans l'ombre, projet avorté, investisseur qui se détournait, solitude choisie ou subie. Il avait tenté une dernière fois de me contacter, par un email anonyme depuis une adresse nouvelle, mais je l'avais supprimé sans même le lire. Il n'avait plus de place dans ma vie, ni dans mes pensées. Sophie avait disparu depuis longtemps, probablement vers d'autres horizons plus prometteurs. Leur histoire, quelle qu'elle ait été, s'était éteinte aussi vite qu'elle avait brûlé. Je décidai alors de transformer ma douleur en quelque chose de concret. Je fondai une association, Elle Résiste, dédiée aux femmes victimes d'abus émotionnels ou économiques dans le monde professionnel. Nous organisâmes les premiers ateliers à Paris, dans un espace lumineux du 10e arrondissement, des cercles de parole, des accompagnements juridiques gratuits, des formations au leadership pour celles qui avaient été diminuées comme je l'avais été. La première soirée, une trentaine de femmes vinrent, certaines tremblantes, d'autres en colère. Je leur racontai mon histoire sans filtre, et à la fin, une jeune ingénieure de 30 ans pleura dans mes bras. J'ai vécu la même chose avec mon associé. Je pensais que c'était ma faute. À partir de ce moment, l'association grandit rapidement, partenariat avec des grandes écoles, conférences dans toute la France, une plateforme en ligne où des centaines de témoignages affluaient. Transformer ma douleur en aide devint ma mission la plus profonde. Amoureusement, je restai longtemps prudente. Les blessures étaient encore fraîches, et je savourais trop ma liberté pour me précipiter. Je sortais, bien sûr, des dîners avec des amis, des expositions,
des voyages. Mais je gardais une distance instinctive, observant avant de m'ouvrir. Puis, un soir d'automne à Montmartre, lors d'une soirée privée organisée par une amie artiste, je rencontrai Lucas. Il était architecte, spécialisé dans la restauration de bâtiments anciens, avec un rire franc et des yeux verts qui ne cherchaient pas à dominer la conversation. Nous parlâmes des heures sur la terrasse, sous les lumières de Paris, de la beauté des vieilles pierres et de la nécessité de préserver ce qui mérite de durer. Il n'y avait aucune manipulation dans ces mots, aucune stratégie, juste une curiosité sincère, une écoute réelle. Nous commençâmes à nous voir doucement, promenade au cimetière du Père-Lachaise pour admirer les tombes oubliées, dîner dans de petits bistrots de Belleville, week-end à Fontainebleau pour grimper dans la forêt. Avec lui, je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il me regardait comme j'étais, sans attente de performance. Et ma vie devint un équilibre parfait entre ambition et douceur. Innotech continuait de grandir, nous ouvrîmes un bureau à Berlin, signâmes un contrat européen pour notre logiciel de diagnostic oncologique. Je voyageais souvent, la Côte d'Azur en solitaire pour me ressourcer face à la mer, la Toscane avec Lucas pour découvrir les vignobles et les villages perchés, le Japon l'année suivante pour une conférence à Tokyo et la découverte des temples de Kyoto. Je lisais tard dans la nuit, des romans, des essais féministes, de la poésie. Je peignais toujours, exposant même quelques toiles dans une petite galerie du Marais. Les rires étaient sincères, les silences confortables, les choix entièrement miens. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Paris, je me tins à la fenêtre de mon appartement toujours le même, mais redécoré avec des couleurs plus chaudes, des plantes partout, des livres empilés. Je regardais les lumières de la ville scintiller et pensais à cette Élise d'avant, celle qui ravalait ses larmes en rendant son badge, celle qui doutait de sa valeur, celle qui croyait que l'amour devait se mériter par le sacrifice. Elle me semblait si loin, presque une étrangère. L'humiliation publique, qui avait failli me détruire, était devenue le chapitre qui avait tout changé. Elle m'avait élevée, m'avait rendue plus forte, plus sage, plus libre. Je n'étais plus seulement Élise Moreau, dirigeante d'Innotech. J'étais Élise, femme entière, libre et puissante. Capable d'aimer à nouveau sans peur, de diriger sans compromis, d'aider sans attendre de retour. Capable de me regarder dans le miroir et de sourire, vraiment. Était quelque part dans Paris, sous la même neige, d'autres femmes commençaient leur propre renaissance, inspirées par une histoire qu'elles connaissaient désormais, celle d'une femme qui avait été publiquement humiliée et qui, au lieu de s'effondrer, avait choisi de se relever plus haut que jamais. Je suis Élise. Et je suis enfin libre.